cadet, il n'était pas trop pour. Ma grande, elle était super excitée. Mais moi, je suis un peu triste de quitter le logement, de quitter ma petite cabane. Notre petit coin tranquille, quoi. Pour certains, c'est l'heure d'emballer les dernières affaires. Au squat de l'Impérial, la majorité des familles a accepté d'être relogées après un affaissement de terrain lors de fortes pluies en mai dernier. On nous a pris sur le fait par rapport à l'éboulement qu'il va normalement avoir ou qui est en train de se faire. On était un peu paniqués par rapport au papier, quand il fallait partir, et puis un peu triste aussi de partir parce que voilà, on a vécu quand même depuis 2011 ici. Si c'est vraiment un gros risque, moi je pense qu'on était obligé de partir. Parce que comme on a des enfants, après, je sais pas. Joanita s'est décidée après plusieurs rencontres avec les services municipaux, des arguments qui n'ont pas convaincu son voisin qui fait partie des 3 familles qui ont choisi de rester. Je peux plus travailler. Je peux plus forcer avec mon dos, je peux plus rien faire. Du coup, ça sert à rien de rentrer dans un appartement. Et puis, au bout de 3 ans qu'ils nous ont préparé qui vont nous accompagner, au bout de 3 ans, après le CCAS, ils vont nous laisser nous débrouiller, quoi. Et si je travaille pas, comment payer le loyer? Je suis inquiet de voir ces familles partir parce que je ne sais pas ce qu'il y a derrière tout ça. Peut-être qu'il y a un projet, peut-être qu'ils vont terrasser, je ne sais pas. La mairie de Nouméa n'a pas donné suite à notre demande d'interview. Une étude géotechnique serait en cours. Chaque vendredi, les élèves des écoles de Mélec et de Touahaïk se consacrent à la construction de la case. Cette semaine, c'est le moment de poser la paille. La préparation des bottes est un bon exercice de calcul mental. C'était un projet que nous avons mis en place pour apprendre les mathématiques. C'est droite parallèle, ça. Et ça là-haut, c'est des droites sécotes. Rayon plus rayon, c'est le diamètre. En pédagogie, on dit que l'enfant il doit être acteur de sa formation. Passer par des apprentissages concrets et authentiques donne justement du sens à cette formation. Tous les vendredis, c'est, on va dire, la pratique. Les enfants, ils sont sur la case. En arrivant dans la classe, ce n'est plus qu'une formalité parce que les enfants, ils ont déjà acquis les compétences à connaître. À la tribu, les enfants ont des tâches bien définies pour aider les grands à la confection des cases. À l'école, plus question de genre ou d'âge. Tout le monde participe aux différents travaux pour mettre en pratique les concepts appris en classe. Ce qui est important de retenir, c'est de voir les enfants être maîtres de leur apprentissage, déjà, et d'une. Et ensuite, deuxième chose, c'est de voir l'implication des parents, parce que c'est important quand même que les parents soient aussi dans le projet. Et ensuite, troisième chose, c'est de voir les enfants au retour dans la tribu, s'impliquer aussi dans les actions que les parents y mènent au jour le jour, quoi. Une fois la case terminée, les élèves pourront l'investir pour différentes activités scolaires. Et ils débuteront le projet suivant, l'installation d'un jardin extraordinaire mêlant formes géométriques et plantes médicinales. 1,7 milliard de francs, c'est le montant des dépenses supportées par la province des îles Loyauté pour le régime d'aide médicale. Des dépenses que la province ne veut plus prendre en charge, estimant que c'est une compétence de la Nouvelle-Calédonie. Dans l'attente d'une réponse du gouvernement, la province des îles Loyauté mène un contrôle strict sur les bénéficiaires de l'aide médicale pour radier du régime ceux qui ne respecteraient pas les conditions. Depuis 2019, ce sont ainsi 1374 personnes qui ont été radiées. Pour l'heure, cette mesure n'entraîne pas de baisse des dépenses. Les dépenses de l'aide médicale, les dépenses chroniques de l'aide médicale concernent surtout la part des bénéficiaires de l'aide médicale qui sont dans le cadre de maladies chroniques, donc avec des dépenses de santé qui augmentent avec le temps par l'aggravation en fait, de la maladie. Et puis il y a aussi, puis ça il faut le dire, des comportements qui n'aident pas à la résorption en fait, de la maladie. Au 16 juillet dernier, on compte encore 11 242 bénéficiaires de l'aide médicale en province des îles Loyauté. La mine fait partie des secteurs qui donnent lieu aux accidents les plus sérieux et aux arrêts de travail les plus longs en Nouvelle-Calédonie, selon un rapport de l'ACAFAT. À titre d'exemple, en 2019, la durée moyenne des arrêts de travail dans le secteur de la mine était de 67 jours,
contre 43 dans le domaine du BTP, qui donne lui aussi lieu aux accidents les plus graves. De manière générale, sur les 5 dernières années, le nombre d'accidents du travail liés à la mine augmente depuis 2017. Toutefois, le secteur de la mine est considéré comme moins accidentogène que ceux de l'agriculture, de la pêche ou encore du BTP. Si l'on regarde les chiffres en 2020, le secteur de la mine enregistrait 95 accidents contre près de 500 pour celui du BTP. Mais au-delà des accidents du travail, il y a ce que l'on appelle les maladies professionnelles, autrement dit des pathologies qui sont la conséquence d'exposition à des risques lors de l'exercice habituel de la profession. En 2020, 3 cas provenant du secteur de la mine ont été reconnus par la CAFAT: surdité, affection périarticulaire ou encore cancer provoqué par l'inhalation de poussière d'amiante. Je suis en train de faire mon courrier à la CAFAT aux prestations familiales pour les informer que je quitte le territoire et donc qu'ils arrêtent de me verser les allocations familiales. Après l'obtention de son bac en 2006, Myriam entre dans la vie active et fonde son propre foyer. Plus de 10 ans après, elle décide de reprendre ses études et a l'opportunité de le faire dans le Nord. Myriam est aujourd'hui l'une des premières diplômées de l'université de Bako. Elle a décroché sa licence économie et gestion l'an dernier. Grâce au dispositif Cadre Avenir, la jeune maman s'envolera dans un mois pour la métropole afin de poursuivre ses études. Justement, cette opportunité de l'université à Bako m'a permis à mon tour d'intégrer ce dispositif anciennement 400 cadres qui, pour moi, était utopique auparavant. Et puis maintenant, ça y est, j'y suis. Donc voilà, mon projet est de partir 2 ans, faire un master en économie, en consommation et concurrence et rentrer au pays pour travailler pour mon pays. L'université compte à présent près d'une centaine d'élèves, une structure à taille humaine avec l'espace et l'équipement nécessaires permettant à chaque étudiant de mener à bien son cursus avec un suivi personnalisé. En plus de la licence économie et gestion, du DAU, diplôme d'accès aux études universitaires, et de la licence professionnelle ressources humaines et collaborateur social, de nouvelles filières ont vu le jour. On propose également la capacité en droit et enfin le diplôme universitaire droit coutumier kanak en cours du soir. Pour l'avenir, on travaille pour adapter l'offre de formation aux besoins futurs du marché du travail en Nouvelle-Calédonie et en particulier en province nord. Malgré ces grandes avancées, le campus rencontre encore des difficultés d'ordre logistique. Ce qui nous manque cruellement, c'est d'abord un système de transport public. La plupart de nos étudiants viennent à pied en fait, jusqu'au campus. Donc grâce à la Fondation Université, on a pu mettre en place un système de prêt de vélo. Et ce qui nous manque aussi cruellement, c'est une résidence universitaire. Donc les discussions sont en cours sur ce projet très important de résidence universitaire avec l'État, le gouvernement, la province Nord et la mairie de Koné. Et on espère que ça aboutira dans des délais raisonnables. Pour trouver sa voie après le bac, l'université de Bako organise le Salon des études supérieures le vendredi 30 juillet prochain. Celui-ci se tiendra également à Nouville les 30 et 31 juillet. Fils d'immigrés tankinois venus se tuer à la tâche sur les mines de nickel, André Dang voit le jour le 27 juillet 1936 au camp des Tankinois, perché sur la montagne du Konyambo. Un lieu emblématique, d'autant que c'est sur ce massif que son père décède alors qu'il n'est âgé que de 17 mois. Une enfance difficile qui ne l'empêchera pas de réfréner ses ambitions. À l'école, André Dang est un bon élève et les études lui plaisent. En 1958, il obtient une bourse d'études pour se former à Marseille dans une école d'ingénieurs en mécanique générale. 3 ans après, de retour au pays, il intègre le groupe Pentecôte où il connaît une rapide ascension. Il en devient le directeur général avant de créer son propre groupe en 1970. Le temps passé chez Pentecôte lui a permis de perfectionner ses talents de vendeur et de prendre conscience des potentialités du secteur automobile. C'est ainsi qu'il s'illustre en obtenant les licences d'importation de marques comme Toyota ou encore Dodge. Mais en 1984, lors des événements, son amitié avec le leader indépendantiste Jean-Marie Tjibaou fait de lui une cible et le contraint à s'exiler en Australie. Meurtri dans un premier temps, André Dang fait de son exil politique une opportunité pour commercer et développer un réseau important dans l'axe Asie-Pacifique. Durant toutes ces années, le jeune homme garde contact avec ses proches au pays, dont Jean-Marie Tjibaou. Et près d'1 an après la signature des accords de Matignon-Oudinot,
le leader indépendantiste invite André Dang à passer un week-end à l'îlot Sainte-Marie. Il souhaite que ce dernier développe l'activité minière qui permettra de contribuer au rééquilibrage économique. Un nouveau challenge qu'il accepte et qui le fait revenir au pays après 6 ans d'exil. En 1990, il intègre ainsi la SMSP avant d'en prendre les rênes 10 ans plus tard, suite au crash de l'hélicoptère qui transportait une partie des dirigeants de la société, dont Raphaël Pidgeot. Les années passent et André Dang continue de jouer un rôle phare dans les partenariats noués dans le cadre de KNS et ceux noués avec le coréen POSCO. Admiration comme mépris, le parcours d'André Dang suscite beaucoup de réactions. Quoi qu'il en soit, il fait partie des personnalités qui ont profondément marqué l'histoire calédonienne. Donc là, il est en train de frire les ignames. Ça va être aussi au menu de midi là. Salade de Walé de Tingeting, poulet au Kombavois de Jazol et pamplemousse de Wiwatoul en dessert, c'est le menu concocté ce jeudi par Fabrice et les agents du collège Laura Boula. L'événement Cantine à l'unisson Ndedjirou permet avant tout aux élèves de découvrir les produits de chez eux sous d'autres formes. Les façons de cuisiner, comment cuisiner les produits locaux de chez nous. Il y a des recettes qu'ils découvrent et ça leur permet d'aimer aussi le produit et de savoir consommer. Il est 11h30 passé, les enfants et quelques personnels défilent avec leur plateau à la cantine. Cette semaine consacrée aux produits du terroir semble ravir les élèves, mais également leurs dirigeants. C'était très bon, il y avait des produits de l'IFO, du coup c'était meilleur que d'habitude. J'ai trouvé ça très bien parce que ici en Nouvelle-Calédonie, on est toujours en train d'acheter des produits importés. C'est un constat positif puisque les enfants ont apprécié le repas, ça a changé un peu de l'ordinaire. Et comme je disais tout à l'heure, c'est une éducation pour eux. On essaie de les faire apprendre à manger du bio, du local. C'est bon pour la santé. Émile est sculpteur depuis plus de 30 ans. Chaque année, il présente ses sculptures et c'est une grande satisfaction pour lui d'assister à cette 32e édition. Il vit de sa passion devenue son métier il y a quelques années. Comme tous les artistes de Tio, la foire est l'événement phare de la commune qui leur permet d'avoir un important chiffre d'affaires. C'est pour rentrer dedans, pour acheter ce qu'on a besoin. Et là, je n'ai pas tous les outils. J'en ai acheté doucement. Marie-Madeleine habite à 2 pas de chez Émile. Tresseuse de jonc, des feuilles de pandanus ou encore des feuilles de cocotier, elle a commencé à préparer ses produits il y a 2 semaines. Pour elle, cet événement, c'est aussi l'occasion de passer des moments conviviaux. Pour moi déjà, c'est une rencontre avec la famille aussi. Parce qu'il y a des familles qui vivent en dehors de tout, puis voilà, on se rencontre à la foire. Puis ça fait du bien de se rencontrer. Il y a 3 ans, le comité d'animation de la commune a inclus le village culturel à la foire. Ceci afin de permettre aux artistes de la région de partager leur savoir-faire et échanger avec d'autres artistes venus d'ailleurs. Il y a 2 jeunes de Ponériouin et il y a Madame Saïlier et Marie-Ange de Lille. Et il y a l'association Cavix qui est sur Nouméa et aussi les maisons de quartier de différentes zones de Nouméa. Comme chaque année, plus de 3000 visiteurs sont attendus pour ces 2 jours d'animation du côté de Tio.